300 000, c'est le nombre de figurants pour la séquence des funérailles de Gandhi. C'est comme si tous les habitants de Montpellier s'étaient déplacés pour apparaître dans un film. Sauf que c'était pas vraiment prévu. À quelques jours de la fin du tournage, la production veut faire ce qui va être la séquence, celle qui doit marquer les esprits. Des appels sont passés dans les médias locaux et le jour J, c'est pas moins de 400 000 personnes qui se déplacent. Tellement de monde que la production est débordée, en galère pour faire signer les autorisations. Finalement, il y a que 95 000 contrats qui sont signés, tous les autres sont en bénévole. Et pour tourner tout ça, un immense bordel. 11 équipes caméras sont sur place pour plus de 7000 mètres de pellicule, tout ça dans une séquence qui dure à peine 3 petites minutes. Le film détient surtout un record qui n'a jamais été battu depuis, celui du plus grand nombre de figurants sans assistance numérique. Que ce soit technique, financier ou bizarre, on se penche aujourd'hui sur les records les plus fous du cinéma. C'est fou de se dire qu'on a fait tout ça en à peine 130 ans. Et oui, le cinéma n'est pas si vieux. Techniquement, il y a des chances que ton arrière ou arrière-arrière-grand-père ait pu assister à la première projection des Frères Lumière en 1895. Comment en être sûr? Pour ça, t'as MyHéritage, le service d'histoire familiale numéro 1. Perso, je l'ai testé pour voir d'où je venais et j'ai découvert qu'il y a un siècle, toute une partie de ma famille est partie aux États-Unis. Et du coup, apparemment, j'ai des cousins à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une petite île à l'extrémité du Canada. Il y en a même un qui a mon nom. MyHéritage a tout retracé pour moi à partir de plus de 33 milliards de documents historiques. Ça m'a permis de reconstruire tout mon arbre généalogique. MyHéritage te donne même des anecdotes sur tes ancêtres et tente d'en retrouver des photos, avec un outil qui te permet de les restaurer, les colorer et carrément de les animer. Avec l'option Instant Discoveries, tu peux mettre à jour ton arbre en un seul clic. Si un membre de ta famille est déjà inscrit, ça complète vos arbres mutuellement et vous pouvez même entrer en contact. C'est comme ça que j'ai trouvé que la famille de ma mère a une branche à La Ciotat. Non mais attends, mais peut-être qu'ils ont vraiment vu le train filmé par les Frères Lumière en fait. Avec 90 millions d'utilisateurs, MyHéritage, c'est fiable et sécurisé. Tente l'expérience et construis ton propre arbre généalogique très simplement, en cliquant sur le lien en description pour profiter de 14 jours gratuits et tester l'intégralité des fonctionnalités du site. C'est un secret pour personne, la réussite d'un film est en grande partie jugée sur combien il a rapporté. À ce jeu-là, il y a un gars qui se débrouille plutôt bien, James Cameron. Il possède près d'une quinzaine de records homologués, souvent financiers, mais pas que. Par exemple, en 2012, il descend seul au fond de la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde, pour filmer quelques images. Personne ne l'a refait depuis. Autre de ses exploits, il a fait construire la plus grande grue jamais créée pour tourner Titanic. Longue de 60 mètres, elle permet de couvrir facilement les 236 mètres du paquebot. Mais bon, quand on pense à lui, on pense avant tout à ses immenses succès. Sur les 5 films les plus rentables de tous les temps, Cameron en possède 3. Et avec presque 3 milliards de dollars, le premier Avatar est encore aujourd'hui numéro 1. Mais à l'inverse, c'est quoi le film qui a rapporté le moins d'argent? Ça s'appelle Zig Road, et si vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, c'est parce que ça a rapporté la coquette somme de 30 $ au box-office américain. Au départ, ça partait bien, un joli budget de 2 millions et des acteurs plutôt connus pour l'époque. Sauf qu'il y a une ligne du contrat qui est pas bien lue. À la base, la production avait pour ambition de sortir le film pour l'Europe, mais il y a une clause qui l'oblige à le faire aussi aux US. Le truc, c'est que aucun cinéma ne veut le passer, et le réal se trouve obligé de louer lui-même une salle 1000 $ où ZX Road n'est diffusé qu'une fois par jour et à midi. Le bon créneau qui sent bon, hein. Au final, c'est seulement 6 spectateurs qui viennent le voir en tout, dont des membres de la production. Il y a même eu un remboursement. Malheureusement pour eux, la sortie monde et DVD ne fera pas mieux, 368 000 $. Ouais, un flop donc, mais pas au niveau du film ayant perdu le plus d'argent. John Carter avec près de 200 millions de pertes. Dans les années 2000, Disney bosse à l'adaptation du roman Une princesse de Mars. Pour diriger le projet, Andrew Stanton est aux commandes. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est entre autres l'un des scénaristes des Toy Story ou encore le réal de Wall-E. Donc globalement, un mec qui sait de quoi il parle. En plus de ça, Disney promet 350 millions pour la production et la promotion du film. De quoi en faire le nouveau succès de la franchise. Sauf que non. Y a aucune cohésion entre les acteurs, Disney a des demandes qui plombent le tournage et la campagne marketing est un désastre. Résultat, seulement 30 millions de dollars pour sa première semaine en salle et il termine avec à peine 73 millions pour l'Amérique du Nord. Bon, ça mériterait un sujet à part entière tellement les dégâts sont colossaux, on a d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus. Le PDG de Disney qui démissionne 2 semaines après la sortie et pour beaucoup, cet échec était juste un acte d'auto-sabotage de la marque, tout ça pour laisser la place à Star Wars et le MCU qui se lancent au même moment.
Depuis tout à l'heure on parle de gros flops, mais l'inverse existe aussi, notamment dans une catégorie assez technique, celle du film avec le plus petit budget à atteindre le million de recettes. Le record c'est Robert Rodriguez qui le détient avec El Mariachi, tourné pour à peine $7000. La preuve ultime qu'il ne faut pas que des gros moyens pour faire un bon film. Des pistolets à eau en guise d'armes, la famille et les amis du réal comme acteurs, et ça suffit pour taper dans l'œil de Columbia Pictures qui en rachète les droits avant de financer les suites, notamment le très bon Desperados. Ce qui est drôle c'est que pour le diffuser sur le territoire américain, il a fallu refaire tout le doublage, ce qui au final a coûté bien plus cher que le coût initial. Puisqu'on parle de refaire, on peut aussi se pencher sur ces réals qui ont le coût du travail bien fait, quitte à refaire des prises vraiment beaucoup de fois. Kubrick notamment, qui a fait vivre un enfer à ses comédiens sur le tournage de Shining, pour la séquence où le gamin discute avec le cuisinier de l'hôtel, ils ont dû la rejouer 148 fois. Et c'est pas la seule sur laquelle il s'est acharné, celle-là, c'est 50 fois. Pour celle-ci, 40, et les lames qu'on voit ici, elles sont vraies, puisque l'actrice a dû rejouer la séquence 45 fois. Toujours dans la mise en scène, mais cette fois avec les dialogues, vous savez quel film a le record pour le plus de mots prononcés? Un film long sûrement. Si vous avez pensé à Titanic et ses 3h25, eh bien vous avez tort, parce que les personnages ne prononcent au total que 12 508 petits mots. Non, le record c'est Scorsese qui l'a avec Casino. 2h58 n'est pas moins de 67 600 mots qui sont balancés. Ça fait 379 mots à la minute. Cette quantité immense, elle est justifiée par le fait que De Niro et Pesci avaient la carte blanche sur les impros. Et dans le sens inverse, ça donne quoi? Pour trouver le film avec le moins de mots prononcés, faut se tourner vers le cinéma hongrois avec Le Fils de Saul. En 1h47, c'est seulement 1387 mots, soit 12 par minute, et c'est pas le même rythme. Et les titres dans tout ça, c'est quoi leur record à eux? Déjà, le titre le plus long, c'est un film italien qui s'appelle Un fatto di sangue nel comune di Siciliana fra due uomini per cosa di una vedova. Si sospettano moventi politici, armore mortecimi, Lugano, belle, tarantelle, taranzioni e vino. Moi j'ai fait allemand au collège, moi. 179 caractères, m'obligez pas à répéter. En France, on l'a joué plus soft vu qu'on l'a juste traduit par D'amour et de sang. Un slasher parodique américain a fait un chouïa plus, mais bon, c'est de la parodie, c'est un titre qui se veut drôle dès le départ. Allez, pour vous c'est cadeau. Night of the Day of the Dawn of the Son of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil Mutant Hellhound Flesh Eating Subanoid Zombie Fine Living Dead part 3. Je fais que ça, je veux ça, quelque part, je décide. Bon, parlons tournage, et notamment avec celui qui a duré le plus longtemps, Boyhood, avec ses 11 ans et 8 mois de production. Alors pour ceux qui connaissent pas, Boyhood ça raconte l'enfance et l'adolescence d'un garçon élevé par des parents divorcés. Et si le film est encore très populaire aujourd'hui, c'est en partie pour la façon dont il a été filmé. Entre mai 2002 et octobre 2013, le réalisateur a filmé par intermittence ses acteurs pour vraiment appuyer l'idée du temps qui passe naturellement. Et ça marche, le film est touchant, on s'attache vraiment à ces personnages qu'on voit grandir littéralement sous nos yeux. Après maintenant, si entre le début et la fin du tournage il y a plus de 10 ans, quand on cumule le temps passé à filmer, en fait ça fait seulement 45 jours. Si on veut le vrai plus long tournage, il faut retourner du côté de Kubrick, mais cette fois avec son dernier film, Eyes Wide Shut. 15 mois, dont une période de 46 semaines sans interruption. Kubrick a tellement mis la pression sur ses acteurs pour avoir le rendu parfait que Tom Cruise en a développé un ulcère. Et puisque tu parles de Tom Cruise, on peut aussi s'intéresser aux cascades. Si avec Mission Impossible on dirait qu'il peut vraiment tout faire, c'est son collègue britannique qui rafle tous les records. Déjà, il détenait pendant longtemps celui du plus grand nombre de tonneaux en voiture avec 7 dans Casino Royale, avant de se faire battre récemment par Fall Guy avec 8,5. Sur les eaux aussi, où la franchise possède celui du plus long saut en bateau avec plus de 36 mètres, plus long qu'un terrain de basket. Pour rendre la cascade possible, 26 bateaux ont été construits, plus légers avec un poids mieux réparti, pareil pour la rampe de lancement cachée à l'image qui donne une propulsion à l'appareil. Gros record donc, mais pas le seul puisque la saga détient aussi celui de la plus grosse explosion au cinéma. Pour cette séquence de spectre, c'est 7500 litres de fuel et 32 kg d'explosifs qui ont été utilisés. Et quand on parle grosse explosion, il y a un mec qui a son mot à dire, Michael Bay. Le réal de Transformers ou de Bad Boys est le roi de la destruction. Tellement un spécialiste que sur YouTube vous pouvez retrouver des compilations de tous les passages explosifs de ses films et ça dure, la durée d'un film en fait. Et pour lui, il y a aucun monde où la plus grosse explosion c'est pas la sienne dans Pearl Harbor. Et pour le coup, c'est vrai que c'est impressionnant, ça pète de partout, c'est grandiose. Est-ce que ça suffit pour avoir le record? Non. Mais le Guinness y en a quand même attribué un autre pour ce film, celui de l'explosion la plus chère, plus de 5,5 millions de dollars juste pour cette séquence. Donc allez, sans rancune Michael. Surtout t'en as d'autres, notamment celui
celui de plus de voitures détruites pendant un seul film. Genre dans Transformers 3, c'est 532 véhicules qui sont réduits en poussière. En fait, il va même jusqu'à utiliser des plans de ses films précédents pour rajouter encore plus de destruction à l'image. Vraiment, il adore ça. Ça, c'est sur un film entier, mais il y a le même record pour une seule séquence. Et cette fois, ça va à The Junkman, un film de braquage américain où pour une séquence de course-poursuite, le réal a fait détruire 150 véhicules, dont des bateaux, des camions et même des avions. Et pour terminer sur les cascades, prenons un peu d'altitude avec le record pour la cascade aérienne la plus chère, Cliffhanger. Dans ce gros film d'action avec Stallone, le cascadeur a été payé $1 million pour réaliser une seule séquence, mais pas la plus facile, puisqu'il devait se balancer entre deux avions lancés à 241 km/h et à plus de 4500 mètres du sol. Évidemment sans aucune attache de sécurité, excepté un parachute. C'était tellement risqué que la compagnie d'assurance a refusé de la prendre en charge, ce qui a obligé Stallone à réduire son cachet pour financer de sa poche. Au final, ça claque et ça nous offre, encore 30 ans après, l'une des cascades les plus impressionnantes du cinéma. Est-ce qu'il existe un générique de fin qui ne contient qu'un seul nom? Jackie Chan pourrait y concourir puisqu'il possède le record du même nom le plus crédité dans un générique. Pour Chinese Zodiac, il a mis la main à la pâte parce qu'il était le réalisateur, scénariste, producteur exécutif, producteur tout court, l'acteur principal, le chef opérateur, le directeur artistique, le directeur de production, le coordinateur repas, le cascadeur, le coordinateur de cascade, le compositeur, l'électricien, l'accessoiriste et comme il lui restait du temps, il a aussi chanté dans la BO du film. 15 postes différents nommés au générique, des grosses journées. Pas mal, mais pas au niveau de Mart Sander. C'est un réalisateur et un acteur estonien qui a joué dans un même film 48 personnages différents. À l'origine, il voulait battre le record d'Alec Guinness qui a joué 8 rôles dans Noblesse Oblige. Il écrit son histoire, sauf qu'entre-temps, il apprend que le record, c'est pas Alec qui l'a, mais un acteur indien qui a joué 45 personnages, dont, pour n'en citer que quelques-uns, Gandhi ou encore Charlie Chaplin. Et pourquoi pas, hein, finalement. Donc, notre Mart Sander, il est embêté, il faut tout réécrire. Pour que ce soit à peu près crédible, il se dit qu'il va se baser sur son expérience personnelle d'insomniaque, et donc créer son histoire autour du rêve. Et voilà, 48 personnages, reste à voir s'il peut cumuler ses cachets d'intermittent de cette façon, et là c'est le jackpot. A l'inverse, il y a des fois où un même poste est partagé par moult de techniciens. The Owner, par exemple, un film collaboratif où la réalisation a été effectuée par 25 personnes de 13 pays différents, et l'idée est bonne, l'histoire d'un sac à dos perdu qui s'échange de propriétaires à travers le monde. Ça permet de voyager, de découvrir des cultures, chaque réal raconte son histoire à sa façon. Dans le même style, il y a 50 Kisses, un autre projet collaboratif où cette fois, c'est 51 scénaristes et 50 réalisateurs qui ont partagé leur talent pour créer un film. Tout ça, ça fait beaucoup d'humains, mais comparé aux animaux, c'est rien du tout. Puisqu'en 1956, le monde découvre la toute première adaptation du Tour du monde en 80 jours. Avant de parler bébête, faut savoir que ce film, c'est le tout premier crossover de l'histoire. Au casting, on peut retrouver du Buster Keaton, Frank Sinatra ou même Fernandel. Donc, une belle distribution, mais surtout un tournage XXL. 112 localisations différentes dans 13 pays et en tout 8552 animaux différents sur le plateau. En détail, ça donne 3800 moutons, 2448 buffles, 950 ânes, 800 chevaux, 512 singes, 17 taureaux, 15 éléphants, 8 mouflettes et 4 autruches. Et pour gérer tout ça, seulement 90 dresseurs. C'est sûrement ça, hein, le vrai record au final. Puisqu'on parle d'équipe de tournage et de techniciens, on peut se pencher sur la jolie performance de Tilman Butner, un opérateur Steadicam qui possède le record du plan le plus long filmé avec un stabilisateur. C'est dans L'Arche Russe, un film en plan séquence d'1h40 que l'opérateur a shooté totalement en one shot. Et si dit comme ça semble pas exceptionnel, il faut bien comprendre que la réussite du film, elle relève du miracle. Déjà, la préparation a duré plus de 4 ans. 4 ans à prévoir, à anticiper le moindre pépin, tout ça pour qu'il n'y ait aucune galère le jour J. Et vous vous en doutez, il y en a eu. Déjà, pour commencer de tous les jours possibles, le tournage s'est déroulé un 23 décembre, soit globalement la journée où il y a le moins de lumière naturelle. Bah oui, pourquoi se faciliter la tâche, hein? Ajoutez à ça qu'en 2001, les batteries n'ont pas la même autonomie qu'aujourd'hui. Donc selon les calculs qui ont été faits en amont, ils ont le droit à 4 essais max. Et ce jour-là, ils ratent les 3 premiers. Donc quand l'opérateur se lance pour l'ultime tentative, c'est le film tout entier qui repose sur ses épaules. Le film et surtout le Steadicam, qui pèse plus de 35 kg et qu'il se coltine sur un parcours d'1,5 km tout en passant par des zones extérieures sous moins 24 degrés. Au final, c'est dans la boîte, le film est acclamé en festival et en prime, Butner est nominé pour sa performance technique. Alors ça pourrait être une belle histoire, sauf que le réalisateur a refusé qu'il s'y rende, sous prétexte que si un prix doit être donné, c'est pour le film tout entier et pas juste pour un homme. Maintenant, c'est loin d'être le plan séquence le plus long, il y a des films qui font bien plus, notamment One Shot Fear Without Cut, un projet indien de 2h20 sans aucune coupe, ce qui en fait officiellement le film de
de fiction en plan séquence le plus long. Alors on précise 2 fictions parce qu'il y a 2 contre-exemples qui explosent cette durée, mais à vous de voir si ça peut être accepté comme un nouveau record. Alors le premier c'est Logistics, un film expérimental suédois où on suit le cycle de production d'un podomètre, entre sa création en Chine et sa vente sur Stockholm. C'est un film en temps réel et ça dure, accrochez-vous bien, 35 jours et 17 heures. C'est dispo en partie sur YouTube et on se regarde tout de suite un court extrait de 9 heures. Alors non, on va plutôt parler du second exemple, qui pour le coup est le move de rageux ultime. Pour poser le contexte, il faut savoir qu'en Angleterre, si un film veut passer au cinéma, il doit se confronter au PFFC, un organisme qui régule la censure et attribue des classifications aux œuvres. Un passage obligatoire donc qui coûte 107 pounds à l'inscription, puis 7 de plus par minute de film. Ça devient vite un budget immense et pour certains projets indépendants, ça représente jusqu'à 25% de leurs dépenses. Donc pour manifester contre ce système, il y a un jeune réalisateur qui tourne un film de 10 heures d'une vue statique de peinture qui sèche sur un mur. Et grâce à une cagnotte en ligne où il a récupéré plus de 6000 livres sterling, il a pu payer son inscription dans le seul but de les forcer à regarder son plan fixe de 10 heures. Ce genre d'exploit, ça nous offre une transition parfaite pour parler des records les plus what the fuck. Le Seigneur des Anneaux, en 3 films sur plus de 11 heures, a lui aussi pas mal de records. Plus grande bataille à l'écran, plus grande distance marchée par des personnages, mais ils en possèdent un autre qui lui est plutôt farfelu. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi est le titre le plus long à avoir remporté l'Oscar du meilleur film. Alors déjà le mot farfelu là, j'avais rien dit, mais sérieusement, plus long titre à remporter un prix, tu trouves ça impressionnant ? Ok, bah alors 1600. Dans la communauté de l'anneau, 1600 paires de pieds en latex ont été confectionnés pour les hobbits. En fait, c'est même le record absolu du plus de pieds en latex créés pour une œuvre. Surtout que chaque jour, les acteurs devaient se pointer à 5h30 et rester debout pendant plus d'une heure pour que la colle adhère à leurs pieds. Et évidemment, impossible de les retirer sans déchirer la prothèse. D'ailleurs, c'est pas le seul record de Peter Jackson. Pour Branded, il a eu pendant longtemps le mérite du film avec le plus de faux sang utilisés, en moyenne 18 litres par seconde. Le film était tellement gore que lorsque vous louiez une VHS en Suède, ça vous était livré avec un sac à vomi. Ça a été battu par le remake Devil Dead de 2013. La production déclare avoir utilisé 260 000 litres sur la totalité du film. Rien que la séquence finale en aurait nécessité plus de 190 000. Continuons sur les accessoires avec le plus gros ballon de plage jamais créé. Pour la promo de Baywatch, un ballon de près de 20 mètres de diamètre a été gonflé sur la Tamise. Vous voulez plus gros ? Eh bien dans Jurassic Park 3, l'animatronique du Spinosaur mesure 13 mètres de long, 6 de haut et un peu plus de 12 tonnes. Tellement grand que pour le sortir du studio, ils ont dû démonter les portes et utiliser une grue pour le placer sur un camion. Et avec sa taille, impossible de le déplacer en journée. Imaginez, vous rentrez tranquillement du travail quand paf, un méga dinosaure devant vous. Donc pour remédier à ça, la production a été obligée de le déplacer de nuit et en suivant un itinéraire bien précis pour éviter les grands axes. Comment ça ? Vous voulez encore plus grand ? Ok, alors on va faire la plus grande affiche jamais créée. Ça se passe en Inde pour MSG, The Lion Hut, et elle mesure 15 000 mètres carrés. À titre de comparaison, ça fait 77 terrains de tennis. Construit par les fans, ça a pris plus de 19 heures à mettre en place. Ça pourrait être une belle histoire, mais vous le savez, le cinéma indien et Bollywood regorgent d'anecdotes bien plus sombres. MSG, c'est une saga de films réalisés, produits et interprétés par un même homme, Gurmeet Singh. Inconnu en Europe, c'est un mastodonte en Inde, gourou, leader spirituel, il est suivi par des milliers de personnes et tous ces films sont utilisés à des fins de propagande pour faire passer ses idées. Déjà, ça, c'est problématique. Mais Singh, c'est aussi un criminel accusé de meurtre, de castration sur ses fidèles et d'agression sexuelle. Condamné à la prison à vie début 2000, il n'y a jamais mis les pieds. Et à la place, il a eu le temps de produire 5 films, 6 albums et de créer sa chaîne YouTube. Vous pouvez le voir faire des FAQ en direct. On reste en Inde pour un dernier record, mais cette fois un peu plus dramatique, celui du tournage le plus meurtrier. En 89 se tourne The Sword of Tipu Sultan. Pour l'une des séquences en studio, le réalisateur décide d'enflammer des pots de fleurs pour créer un effet visuel sympa. Malheureusement, ça leur échappe, et le feu se propage sur le décor et sur les murs du studio. Très rapidement, il fait près de 120 degrés dans la pièce et les gens sont pris au piège. Aucun extincteur ni ventilation et pour couronner le tout, les issues de secours sont bloquées par du matériel. Bilan, 62 morts et le réalisateur termine brûlé et passe 13 mois à l'hôpital. Si l'incident vous semble irrationnel, attendez parce que ce monsieur a sorti un livre où il revient dessus et il l'a sobrement intitulé « Les plus belles erreurs de ma vie ». Alors oui, à ce stade, je pense qu'on peut parler de belles erreurs, ouais. Maintenant, on peut se demander jusqu'où iront ces records dans le futur. Par exemple, ça me semble pas trop compliqué de rajouter juste un figurant de plus pour battre Gandhi. Et plus globalement, c'est pareil pour tous les
exploits dont on a parlé dans cette vidéo. Avec la quantité immense de contenu audiovisuel produit, c'est évident que dans quelques temps, ils ne seront plus d'actualité. Il y aura toujours quelqu'un pour faire plus grand, plus gros, plus tout court. La vraie question, c'est plutôt de se demander comment ça va évoluer dans le futur. Avec l'arrivée des IA, par exemple, certains films ont été générés entièrement grâce à des nouvelles technologies, et par conséquent, les possibilités semblent infinies. Maintenant, est-ce que ça compte? Est-ce que quelque chose créé par un humain, et dont la capacité est limitée, est-ce que cette chose peut concourir face à une intelligence dont la puissance semble être sans fin? Et plus globalement, est-ce que ça va pas dénaturer l'intérêt des records, qui par définition étaient faits pour être battus? À quoi bon sert de se fatiguer si un ordinateur le fait sans effort? Évidemment, c'est compliqué de répondre à ces questions à l'heure actuelle. C'est évident qu'il y aura un apport de ces nouvelles technologies à l'industrie, comme il y a eu un apport avec l'arrivée du numérique. Reste à voir comment on peut travailler ensemble pour faire entrer le cinéma dans une nouvelle ère. En attendant, c'est quoi votre record favori? Pour cette vidéo, on a forcément dû en laisser de côté, mais pourquoi pas en faire une partie 2 dans une prochaine vidéo. Encore merci à MyHeritage de nous faire confiance. Vous aussi, très simplement, construisez votre arbre généalogique grâce au lien en description et profitez de 14 jours gratuits et racontez-nous vos découvertes.